En 2023, les chaînes télé du système, grandes pourvoyeuses de mensonges et de propagande, sont à nouveau en nette perte de vitesse. Les téléspectateurs se détournent en masse de ces vecteurs officiels et donc conformistes de l'information. TVL vous libère de ces chaînes. L'essor de la presse indépendante et alternative s'explique par la volonté des Français de trouver une information émancipée et non alignée, une actualité dissidente et non uniformisée, une parole non biaisée, non standardisée, en un mot, libre. En 2023, avec ses 3 émissions quotidiennes ou davantage, TVL a consolidé son statut de première chaîne alternative de France en abordant des sujets traités nulle part ailleurs, en accueillant des invités entendus nulle part ailleurs et en offrant des analyses interdites partout ailleurs. TVL vous libère des chaînes dans lesquelles ils veulent nous conditionner, vous emprisonner. Ces efforts, ce travail, cet investissement, cette liberté éditoriale ne peuvent aboutir durablement sans votre soutien individuel. Que chacun se rappelle sans cesse que TVL ne vit que de ses donateurs. C'est le seul choix possible pour refuser toute dépendance ou servitude envers des annonceurs, des partis, des oligarques, des banques ou des puissances étrangères. En 2023, TVL a poursuivi aussi son plan de rigueur par des économies drastiques, de la dématérialisation des reçus fiscaux à l'isolation thermique des studios, de la maîtrise des dépenses et la réduction des charges salariales à l'arrêt complet des engagements pour des événements festifs. Il nous manque cependant encore la somme de 122 000 € pour sortir la tête de l'eau et assurer la programmation du second semestre de l'année 2024. C'est pourquoi, au nom des journalistes, techniciens, animateurs de TV Liberté et de ses milliers d'invités, je lance un appel à votre générosité. Beaucoup sont fidèles à ce message et je les en remercie à l'avance. Mais je me tourne également vers chacun d'entre vous qui n'avez jamais manifesté votre soutien, même par un modeste don. Faites ce geste de soutenir un média non subventionné et qui ose défier les pouvoirs en place et donc les puissants. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Dans la guerre qu'il mène contre la liberté d'expression, nous sortirons vainqueurs si, maintenant, 1200 personnes font un don d'au moins 100 €, soit 34 € après réduction fiscale. Faites ce geste. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, c'est un parfum d'exotisme que nous vous proposons aujourd'hui. Nous allons partir à 10 000 km dans un pays que nous avons coutume d'appeler le pays du sourire, mais qui porta longtemps le nom de royaume de Siam avant de devenir la Thaïlande. Un pays à l'histoire particulièrement riche que va nous raconter notre invité Jean-Michel Kaufmann, auteur d'une histoire du Siam et de la Thaïlande parue aux éditions Souka. Jean-Michel Kaufmann, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez travaillé longtemps au ministère des Affaires étrangères et vous avez beaucoup voyagé. Vous êtes parti notamment au Vietnam, au Nigeria, à Haïti, au Ghana. Vous avez dirigé des alliances françaises, notamment celle d'Islamabad au Pakistan. Et vos deux passions, l'éducation et l'Asie, vous vous retrouvez en Thaïlande où vous enseignez le français. Et maintenant, donc, avec votre temps libre, vous l'avez consacré à l'étude de ce pays que vous aimez et où vous résidez une grande partie de l'année, et vous venez donc de publier aux éditions Souka un très bel ouvrage donc consacré à l'histoire du Siam et de la Thaïlande. Et quand je disais tout à l'heure, c'est une histoire très riche, effectivement. Vous partez des premiers chasseurs-cueilleurs jusqu'aux élections législatives de 2023. Et vous nous offrez un récit captivant de tous ces royaumes qui ont fusionné pour former le Siam
Siam, puis la Thaïlande. Alors, on ne va pas retracer des premiers chasseurs-cueilleurs jusqu'à 2023, on n'aurait pas assez des 45 minutes dont nous disposons, mais juste déjà une première présentation, j'allais dire, géographique et ethnique de ce qu'on appelait le Siam. Alors, dans l'émission, on va dire le Siam, on va dire la Thaïlande, on va varier. C'est une société qui est composée de différentes ethnies. Quelles étaient les premières ethnies dominantes au début? Enfin, après la préhistoire, bien évidemment. Si vous le permettez, je voudrais quand même auparavant dire pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est vrai, parce que de la Thaïlande, les Français connaissent beaucoup de choses. C'est un pays attractif, c'est un pays où on va faire du tourisme, c'est un pays riche, c'est un pays dont la cuisine est réputée, etc. Mais il y a énormément de clichés. Et je voulais absolument dépasser ces clichés et essayer de répondre, disons, aux contradictions. Ouais. C'est un pays quand même qui a un rôle important dans la sous-région, qui est classé mondialement comme pays émergent, mais déjà à un très bon niveau, et qui, malgré tout, a énormément de paradoxes. Et donc, pour répondre à cela, il faut aller chercher profondément, chercher les valeurs traditionnelles, chercher... Donc, c'est les différentes strates de toute l'histoire de la Thaïlande que j'ai essayé de retrouver. Et c'est le but de mon livre. Alors évidemment, vous me demandez quels étaient les peuples. Effectivement, les Thaïs n'étaient pas en Thaïlande à ce moment-là. La Thaïlande, c'est un pays... D'où viennent-ils, les Thaïs? Alors, du sud de l'Asie, il y a encore... au niveau, disons, du Guangdong, en Chine, une population qui s'appelle les Zhuang. Vous voyez, ça, le mot thaï n'y est pas, mais dont la parenté à la langue thaï et aux coutumes et à la culture thaï est incontestable. Ils sont entre 15 et 20 millions. Et puis, il y a encore quelques petites poches de thaï dans le Yunnan. Vous voyez, donc, c'est donc une population qui a commencé à... descendre, si on prend la carte, mais enfin, disons, aller vers le sud. Pourquoi? Eh bien, il y avait la poussée des Han, qui faisait que ces populations qui n'étaient pas de la même ethnie cherchaient à échapper un petit peu au pouvoir central chinois. Mais il y a aussi la recherche de zones rurales plus favorables à la culture. Et donc, ils sont descendus et ils ont commencé un périple qui va vers le sud, donc vers le Nord-Vietnam. Il y a des Thaïs au Nord-Vietnam, les Thaïs blancs, Thaïs noirs, Thaïs noirs. Et puis ensuite, ils ont suivi une route, une bifurcation qui va vers l'ouest. Et ils sont allés jusqu'au nord-est de l'Inde. L'Assam est peuplé d'un groupement de population qui est d'origine thaï. Et ils ont essaimé comme ça au fur et à mesure Laos, Thaïlande, Birmanie avec les Shan qui sont d'origine thaï, etc. Et alors, donc, ils se heurtent à quel peuple? Alors, ils ne se heurtent pas parce que c'est très pacifique. C'est une sorte de pénétration, si vous voulez, par capillarité. On descend, alors il y a un petit groupe qui se forme, on crée des rizières, puis ensuite le chef de cette petite chefferie, disons, envoie un fils un peu de l'avant pour explorer une autre zone. Et c'est ainsi que les frottements avec les peuples qui habitaient la Thaïlande actuelle, à l'époque, c'était d'un côté les Khmers, donc du Cambodge, mais qui allaient quasiment jusqu'à la plaine centrale thaïlandaise, et également en Thaïlande, un peu partout, les Mon, M-O-N, qui ne sont pas des peuples, qui formaient une diversité de petits royaumes, et qui étaient déjà hindouisés et bouddhistes dès le 5e, 6e siècle. Et donc c'est un peu par contact avec ces populations que les Thaïs se sont établis et ont descendu toujours de plus en plus vers le sud. Jusqu'à devenir majoritaires. Alors jusqu'à devenir, en assimilant, des Mon, on n'en voit plus maintenant. Des Khmers, il y en a certainement au Cambodge, mais en Thaïlande, personne ne se revendique Khmer. Ou il y a quelques villages, voilà. Mais en fait, c'est une assimilation lente qui fait que un Thaï, c'est déjà un mélange de Thaï, de Mon
et de Et khmer. d'ailleurs, physiquement, il y a des Physiquement, caractéristiques. on ne voit pas de on voit différence. Ça a forgé une ethnie qu'on appelle nous maintenant les Thaïs, qu'on continue d'appeler les Thaïs, qui s'est enrichie également à chaque bataille avec les pays voisins, par exemple avec la Birmanie, il y a énormément de frictions. Eh bien, le pays vainqueur ramenait des prisonniers, et ces prisonniers, ils étaient d'abord esclaves, puis peu à peu, ils étaient assimilés. Voilà. Alors, quelle est cette spécificité du peuple thaï? Donc, on dit, ethniquement parlant, il n'y a pas de grande différence avec les autres, mais religieusement? Alors, religieusement, ils ont adopté le bouddhisme Theravada, qui est ce bouddhisme qui a été importé par les Mon, et qui est un bouddhisme qu'on dit des anciens. Theravada veut dire le bouddhisme des anciens. Vous savez, je fais une digression rapide. Il y a un bouddhisme qui est majoritaire, qui s'appelle le bouddhisme Mahayana, qui est parti du nord de l'Inde et qui est parti vers le Tibet, la Chine, la Corée, le Japon, et qui est redescendu vers le Vietnam. Ça, c'est le bouddhisme Mahayana. Le bouddhisme des ancêtres, le bouddhisme donc qui est fidèle, qui ne tient pas compte des textes apocryphes, vous voyez, qui est le bouddhisme tel qu'il était au moment du Bouddha. Eh bien, il s'est développé surtout à Ceylan. Et de Ceylan, il s'est répandu sur les pays d'Asie du Sud-Est. Voilà. Et c'est ce bouddhisme-là qu'avaient adopté les Mon. Et donc les Thaïs vont l'adopter aussi. Et ainsi vont prendre un petit peu vont avoir une culture différente de celle des Khmers, avec qui ils vivaient en bonne intelligence, à tel point que les rois Khmers, l'empire Khmer était très, très puissant jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIIe siècle, disons, pas XIIIe, et avaient fait des chefs thaïs, un petit peu leur gouverneur de province. Vous voyez, ils les récompensaient d'un titre et ils leur donnaient leur fille à épouser. Vous voyez, il y avait une très bonne entente. Alors justement, comment va s'organiser toutes ces petites principautés thaïs? Aucune n'avait une puissance suffisante pour prendre le dessus. Alors, l'Empire Mon, lui, n'a jamais existé. C'était très des poches, des petites principautés disparates. En revanche, les Khmers, eh bien, le royaume Khmer a commencé à perdre, disons, de sa puissance et s'est étiolé. Donc, au profit des principautés thaïs? Voilà. Eh bien, l'une d'elles, entre autres, c'est à Sukhothai, qu'un chef a pris, disons, enfin un prince, on pourrait dire déjà maintenant, a pris l'initiative, disons, de s'attaquer à un poste avancé, puis peu à peu, n'ayant pas de riposte de la part des Khmers, eh bien, a commencé à fonder un premier royaume qui durera pendant 100 ans. Et c'est le royaume de Sukhothai. Et le roi principal... Donc là, on est en quelle année? Alors, nous sommes en 1238, création de Sukhothai. Et le roi principal, c'est le roi Ramkhamhaen, qui était en fait... qui veut dire Rama le hardi. Alors Rama, vous voyez, le mot Rama, ça nous fait penser, si vous voulez, à l'origine indienne. En fait, la culture indienne s'est répandue, non seulement le bouddhisme, mais l'hindouisme également. Et donc, la plupart des rois thaïs se sont appelés Rama, d'une façon ou d'une autre, qui en fait est un avatar du dieu Vishnu qui en Inde a créé des villes quand il est rentré et il est revenu sur Terre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une volonté d'unification de toutes ces principautés? Voilà. Il y aura même d'ailleurs, maille à partir avec d'autres petites principautés, mais il arrivera à créer un empire, pas un empire, un royaume, disons, suffisamment solide et qui durera à peu près une centaine d'années. En 1350, il a perdu, disons, ses vassaux. Il avait déjà perdu ses vassaux et il était revenu à la limite de la ville de Sukhothai. Et c'est à ce moment-là qu'un autre royaume, un peu plus au sud, Sukhothai se trouve quand même, disons, entre le Chiang Mai actuel, disons, et le centre de la Thaïlande. Et donc, un peu plus au sud, une ville qui s'est appelée Ayutthaya, qui n'existait pas, qui a été créée par un chef d'une autre ville. Il arrivait de Lopburi.
qui est encore un nom qui est d'origine indienne, puisque Lopburi, en fait, vient de Lavapuri, qui est en fait un terme hindou, un terme, vous voyez. Et donc, c'est là qu'il a créé, disons, une deuxième dynastie qui devait supplanter plus ou moins le royaume du Sukhothai. Cette dynastie durera 400 ans. Quand je dis cette dynastie, ce royaume, il y aura deux ou trois dynasties de suite. Au niveau du territoire, est-ce qu'on recouvre à peu près ce qu'est la Thaïlande actuelle? Presque. Il y aura, si vous voulez, ce qu'on appelle le Lana, c'est-à-dire la partie septentrionale avec qui le royaume aura à lutter, restera, disons, réfractaire à toute unification jusqu'à... Il faudra attendre la fin du 19e. Oui. Voilà. Mais en fait, et dans le sud, le royaume d'Ayutthaya finira par approcher, disons, les États malais. Il y aura la presqu'île qui est au sud de la Thaïlande, la presqu'île de Kra, qui réunit la Malaisie à la Thaïlande. Elle était à demi occupée déjà par le royaume d'Ayutthaya. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, Européens, c'est les premières relations avec cette civilisation thaïlandaise. Sait-on à quelle date a lieu le premier contact entre Européens et Thaïlandais? Premier contact, ce sont avec les Portugais. Tout le monde sait que le Portugal a été le premier pays à naviguer au-delà de l'Europe. Et donc, les Portugais sont arrivés vers 1500, 1520, 1515. Ils se sont établis d'abord, si vous voulez, en Inde, à Goa. Ils ont créé des comptoirs, etc. Et peu à peu, se sont rapprochés, disons, de la zone, disons, de Malacca. Malacca a été occupée, puis la Thaïlande, puis un peu plus loin. Et donc, pendant longtemps, le portugais est devenu la lingua franca, disons, des étrangers. Hein. Très vite, pas très vite, mais le siècle suivant, ce sont les Hollandais. Ouais. Les Hollandais qui, eux, sont organisés commercialement d'une manière beaucoup plus efficace. Et donc, les Hollandais vont reprendre le pas. Les Portugais s'étant peu à peu, disons, étant devenus un peuple colonial, j'allais dire, qui était devenu un petit peu... le climat les avait en quelque sorte affaiblis. Et donc, les Hollandais vont être très efficaces. Et la cour du royaume d'Ayutthaya va avoir des relations régulières avec la plupart des Hollandais. Ce qu'ils cherchaient, c'était contact avec la Chine, en fait. Mais malheureusement, c'est pas par la Thaïlande qu'on a contact avec la Chine. La Chine, il faut y arriver par la mer, en fait. Et donc, ils devront se contenter de la Thaïlande. Ils arriveront à signer des accords avec le royaume thaï, des royaumes... Donc les relations sont bonnes. Elles sont très bonnes, jusqu'au jour où ils exigent d'avoir un monopole, ou bien vous voyez, et ils finissent même... disons vers 1640, 1630, 35, ils finissent par créer un blocus, du fleuve, en imposant, si vous voulez, au royaume thaï, disons, leurs exigences. Ce qui a fait que le royaume thaï, ça a commencé à trouver les Hollandais un peu embarrassants. Hein. Et ils ont cherché, à ce moment-là sont arrivés les Anglais. Les Anglais ont eu un peu plus la cote auprès de la cour du royaume d'Ayutthaya. Ayutthaya est devenue une ville cosmopolite. Il y avait non seulement donc toujours les Portugais avec le quartier portugais, il y avait le quartier hollandais, le port était hollandais, il y avait le quartier anglais, il y avait le quartier annamite, il y avait le quartier, vous voyez, quasiment les pays voisins et les pays occidentaux avaient leur village, en fait. Oui. Et alors, commercialement parlant, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on achète en Thaïlande? Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Et très vite, la plupart des commerçants occidentaux, apportaient beaucoup. Les bateaux vendaient énormément, mais ensuite repartaient à vide. Et ils ont fini par faire ce qu'on appelle du commerce local, du commerce entre la Thaïlande et le Japon, sur des choses qui nous paraissent anodines pour nous. Mais les peaux de renne et les peaux de raie,
RAIES, les raies de marine, qui sont très solides, et ces pompes servaient au Japon à fabriquer les boucliers pour les soldats. Pour les officiers, voilà. Alors, vous avez parlé des quartiers hollandais, portugais, anglais, pas encore des quartiers, oui, des quartiers français. J'ai pas parlé des Français. À partir de quelle date arrivent les premiers Français arrivent en 1662, mais ce ne sont pas des commerçants. En France, en fait, il n'y avait pas de volonté d'organiser une compagnie orientale, disons, commerciale. Et donc, ce sont des missionnaires, des missions étrangères de Paris, ou bien des jésuites. Alors, les premiers, 1662. Et ils sont arrivés par la route. Ils ont traversé la Méditerranée, puis ensuite tout le reste, Asie mineure, Inde, par la route, y compris sur des chars à bœuf. Pourquoi ? Eh bien parce que les Anglais, avant le traité de Nimègue, les deux traités de Nimègue, les Anglais bloquaient les océans, et la guerre que leur faisait Louis XIV, disons, faisait que ça nous interdisait, disons, toute navigation. Donc, les premiers arrivés étaient des missionnaires et qui, finalement, ont été très bien accueillis. Ils ont eu le droit de construire une petite église, de construire une école, etc. Contrairement à ce qui a pu se passer, par exemple, au Japon ou dans d'autres pays asiatiques. Alors, contrairement, oui, au Vietnam, au Japon, où la plupart des missionnaires ont eu du mal de s'implanter et ont été souvent même martyrisés, ce qui n'a pas empêché ces pays de se convertir. Enfin, peut-être pas le Japon, mais le Vietnam. Tout le monde sait qu'il y a une population chrétienne. En Thaïlande, comme enseignants ou comme experts scientifiques, il n'y avait pas de problème. Ils étaient accueillis les bras ouverts. Alors, donc cette ouverture vers l'Occident de la société thaïlandaise, j'ai lu qu'il y avait même un aventurier, une histoire extraordinaire là. C'est un personnage, j'allais dire, assez exceptionnel. Il est parti comme jeune marin à moins de 20 ans sur un bateau anglais. Alors, c'est pas français. Alors son nom, c'est en grec, je l'ai oublié, mais il a très vite anglicisé son nom quand il est arrivé en Angleterre. Il s'est de sa religion d'origine en Grèce, il s'est converti au protestantisme anglais. Puis il a voyagé sur les navires qui allaient vers l'Extrême-Orient comme petit adjoint, disons, mais il s'est révélé être un expert, d'abord en relations humaines, en langues étrangères. Il s'est mis à parler le malais, il a appris le thaï, y compris la langue particulière que l'on emploie à la cour. Vous savez, la cour des rois de Thaïlande n'ont pas le même langage que c'est un langage d'origine sanscrite, et encore actuellement, à la cour, il y a... de l'aristocratie. Voilà, c'est un langage, et qui n'a rien à voir avec le thaï. On pourrait dire que c'est l'avant-poste ou le plus à l'est des langues indo-européennes, puisque c'est d'origine sanskrite ou pali. Et donc, il est devenu tellement... Cet aventurier, on va y revenir. Voilà. Aventurier grec. Alors, grec d'origine, mais très vite, il s'est occupé, disons, des importations. Il a eu la confiance, disons, du roi, etc. Et même, on s'est demandé, il est devenu tellement proche du roi qu'il a fait de l'ombre au mandarin. Il a lui-même été nommé au premier rang du mandarinat thaïlandais. Et il avait accès directement au roi. Malgré tout, il respectait le protocole. Vous savez que... Enfin, vous savez, je vous dis que le protocole thaïlandais était extrêmement strict. On devait marcher sur les genoux et sur les coudes. C'était extrêmement sévère. Voilà. Alors, s'il était une monarchie aussi, avec une étiquette sévère, c'est celle du roi Louis XIV en France. Et il y a des bons contacts d'ailleurs entre les deux royaumes. Le roi Narai, donc le roi au pouvoir à ce moment-là, cherchait donc à contrebalancer le pouvoir des Hollandais
Et il avait cherché un petit peu, il a d'abord pensé aux Anglais, puis très vite, il s'est dit pourquoi pas les Français. Et les missionnaires en disaient tellement de bien de ce roi remarquable en Europe, qui est très puissant. Et le grec Constance, je n'ai pas donné son nom, mais c'est Constance Falcon, qui veut dire le faucon, hein, c'est en anglais, Falcon, a poussé dans la mesure où pour lui, c'était une assurance vie. Dans la mesure où son seul appui, c'était le roi. Le roi était déjà vieux, était un peu malade, et s'il voulait continuer à avoir un peu de pouvoir, il devait absolument trouver... Des nouveautés. Voilà. Enfin, trouver une puissance étrangère qui puisse... Donc il y a des soutenir. ambassades qui sont échangées. Alors, il y a eu, pendant 4-5 ans seulement, hein, entre 80 et 87, il y a eu 3 ambassades françaises et thaïlandaises qui sont des échanges à un très haut niveau. Louis XIV les a reçus d'une manière absolument flamboyante à Versailles. Les délégués français ont été reçus également. Et on a fait croire, enfin du moins les missionnaires ont fait croire à Louis XIV que le roi Thaï était tellement ouvert aux chrétiens que sans doute il allait se convertir. Et donc Louis XIV a voulu aller un petit peu au-delà. Et on a envoyé une dernière ambassade avec 600 soldats parce que on voulait négocier des places fortes. Et il y avait 2 places fortes, une place forte à Bangkok, qui à l'époque n'était pas encore une ville royale, hein, c'était uniquement un lieu où on pouvait construire, disons, au bord du fleuve, un fort, et puis un autre sur la mer d'Andaman, de l'autre côté. Voilà. Et alors, au bout d'un moment, le pays va se fermer aux étrangers. Qu'est-ce qui provoque cette fermeture ? Ce sera un échec, c'est-à-dire qu'en fait, les Français aveuglés par le désir de religieux, disons, n'ont pas vu venir finalement le changement qui se préparait. Le roi vieux et malade, le roi thaïlandais vieux et malade a fini par décéder. Le grec en question n'a plus de pouvoir, il a été exécuté. Exécuté par qui ? Par un nouveau roi. Un nouveau roi qui n'était pas dans la lignée, qui était un usurpateur, mais enfin, qui finalement a pris la place. Et à partir de là, fermeture de la Thaïlande pendant 150 ans, fermeture à toute influence étrangère. Donc jusqu'à la moitié du 19e. Jusqu'au début du 19e, oui. Justement, on va profiter de cette parenthèse pour vous nous expliquer un peu l'originalité de la royauté siamoise. Vous avez parlé tout à l'heure d'une étiquette, d'un protocole très, très contraignant, mais si on la compare aux monarchies absolues européennes... C'était extrêmement absolu, effectivement, c'était une monarchie extrêmement dure, dans la mesure où le premier roi, qui était en fait un roi paternaliste dans le royaume de Sukhothai, n'a pas eu de suite. C'est en fait le royaume d'Ayutthaya qui a hérité, disons, du royaume, enfin de l'organisation royale du royaume d'Angkor, de l'empire d'Angkor, on pourrait dire. Et donc, lorsque les Thaïs ont fini par faire tomber Angkor, ils ont ramené les brahmanes avec eux, parce qu'il y avait une origine hindoue et une origine brahmaniste, si vous voulez, et une origine bouddhiste. Il y avait les deux qui se mêlaient. Mais celle du brahmanisme était plus importante chez les Khmers. Et donc, c'est un mélange à la fois de brahmanisme et de bouddhisme. Et le bouddhisme, c'est le bouddhisme Theravada. Et le roi, donc, roi absolu, a glissé peu à peu vers ce qu'on a appelé le roi qui fait tourner la roue. Vous savez, ces roues de la loi qui sont des roues en pierre qui représentent, disons, le fait de conduire le monde, de régir tout le monde existant en régissant, disons, d'une manière vertueuse et sage le monde. C'était ça le roi, le roi bouddhiste. Et donc, c'est lui qui a pris le pas
tout en gardant un petit peu de l'ancienne coutume khmer. Et donc ce roi bouddhiste, il a continué, il a été préservé par la dernière dynastie, celle qui est encore au pouvoir actuellement, celle qui est venue au pouvoir fin 18e, début 19e, et qui est la dynastie des Chakris. Donc cette originalité, c'est un roi qui est, on peut dire, de droit divin, ou c'est au-delà de cela? Oui, alors divin, oui, puisqu'il est investi par le brahman. Disons, il y a le corps il y a Vishnu qui, normalement, lors du couronnement, entre dans le corps du roi pour faire de lui, donc, un être divin. On n'est pas dans une théocratie. On n'est pas dans une théocratie du tout. Ça n'empêche pas que les rois étaient à ce moment-là quand même extrêmement rigides et que même les nobles autour d'eux ne le regardaient pas et ne l'approchaient que sur les coudes et sur les genoux. Oui, donc on a une étiquette qui est loin de celle de Versailles quand même. Et quand les mandarins sont arrivés chez Louis XIV, ils sont arrivés à plat ventre en marchant sur les coudes et sur les genoux. Et Louis XIV a dit levez-vous, etc. On a des relations. Quelles sont les sources d'ailleurs qui racontent ça? Est-ce qu'il y a un choc culturel, j'imagine? Oui, il y a énormément de récits qui ont été faits par l'ensemble des Français qui ont participé à cette petite et courte aventure de la fin du XVIIe siècle. Il y a les écrits des prêtres également, des missionnaires de Paris. Vous voyez, les missions étrangères de Paris ont laissé beaucoup d'écrits. Et le roi vit isolé totalement, à la manière de l'empereur du Japon ou... Exactement. Son palais est gardé par plusieurs cours physiquement. Il y a des cours intérieurs avec, si vous voulez, concentriques, qui font qu'il est à l'abri de tout contact avec. Voilà. Il est marié, il a des concubines? Alors il a plusieurs reines, plusieurs concubines, etc. Alors que le roi bouddhiste, peu à peu, doit, par sa sagesse et ses vertus, normalement être un modèle pour son pays. Et son héritier est le fils aîné? Alors il n'y a pas, justement, contrairement aux coutumes européennes, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui va prendre le pouvoir. Et le roi, même s'il a désigné quelqu'un, une fois qu'il est mort, il peut y avoir donc d'autres aventures. Et donc, nous sommes dans le monde bouddhisme, et celui qui finalement prend le pouvoir, qui peut être un neveu, qui peut être un frère, qui peut être un cousin ou qui peut être un usurpateur, s'il réussit et s'il est accepté, eh bien, il est légitimé, a posteriori. Parce que cela prouve que son karma était suffisamment fort pour qu'il puisse accéder à une telle vie. Mais ça peut se régler, ça se règle quoi? À coup d'assassinat, d'intrigue? Oui. Très souvent, le nombre de rois, je parle de Ayutthaya, je ne parle pas de... il y a énormément d'assassinats. Et même la dynastie actuelle, le premier roi, le premier des Chakris, qui est devenu donc ce qu'on a appelé Rama Ier, eh bien, lui-même a exécuté le roi qui était avant. Vous voyez, donc il est un peu usurpateur. Et Rama II également n'a pas les mains aussi propres que cela. C'est à partir de Rama III qu'il n'y a plus aucun crime, disons, pour les successions. Voilà. Alors, on a parlé donc de fermeture, donc il y a une réouverture à l'Occident début mi-19e. Voilà, mi-19e, 1855. C'est un roi qui prend la décision? Alors, bon, les Anglais sont présents. Les Anglais sont en Inde, les Anglais sont à Malacca, les Anglais sont dans Basse-Birmanie, qu'ils commencent déjà à grignoter. Et donc, ils sont présents, et donc, ils envoient un émissaire, un premier émissaire pas très important, dans les années 53 à peu près, qui n'entraîne pas de relation suivie. En revanche, en 1955, il y a un émissaire 1855, pardon, il y a un émissaire qui était le représentant de la reine Victoria, qui était en fait le gouverneur de Hong Kong, et qui vient présenter au roi donc la possibilité d'avoir des relations, si vous voulez, commerciales. N'oublions pas que jusque-là, le commerce avec la Thaïlande était difficile parce que le royaume thaïlandais avait le monopole de tout ce que la Thaïlande exportait. Et donc, il fallait absolument pouvoir avoir un libre-échange. Et donc, c'était une proposition. Les Thaïlandais, enfin donc le roi en question, alors c'est le roi Rama IV, a été assez intelligent pour l'année suivante, 56, faire signer le même type de traité
avec, si vous voulez, un certain nombre le pourcentage qui était payé sur les importations, les exportations, tout était bien réglé, etc., avec la France. Mais également avec le Danemark, mais également avec l'Allemagne, mais également avec la Russie, mais également avec... vous voyez, il y a au moins 7-8 pays européens, plus les États-Unis, etc., qui ont signé le même traité en quelques années après 1956. Ce qui montre qu'ils savent mettre leurs œufs dans plusieurs paniers. Dans plusieurs paniers. Et donc, il y a un vrai talent diplomatique. Absolument. C'est un roi qui a été le premier, mais qui se méfiait et qui, voyant que la France, parce que pendant son règne, la France a occupé le Vietnam, c'est là que Touran a été bombardé, puis ensuite la Cochinchine a été occupée, et la Cochinchine, elle était... disons, la dernière frontière avant le Cambodge. Or, le Cambodge, le Laos, étaient des États vassaux du royaume thaïlandais. Et donc, la Thaïlande estimait que c'était leur domaine. Hein. Et donc, le roi a dit, à un moment donné, que devons-nous faire? Doit-on remonter le fleuve jusque le haut Mekong pour rencontrer le crocodile? Le crocodile, c'est bien sûr les Britanniques. Ou bien redescendre le fleuve, et donc redescendre le Mekong et retrouver la baleine. Et la baleine, sous-entendu, c'est la France. Et il s'est bien rendu compte que, effectivement, ils avaient affaire. Il a dit à un moment donné, nous n'aurons plus à lutter contre les voisins, ni les Khmers, ni les Birmans, mais maintenant, nos ennemis, enfin du moins, ce sont les deux puissances européennes qui sont à nos portes. Mais malgré ça, le pays échappe, si je puis dire, à la colonisation. Parce que justement, alors lui et son fils, Rama V, qui va lui succéder, qui va montrer également beaucoup d'adresse, saura faire en sorte de ne jamais provoquer pour ne pas créer de combat direct avec les puissances coloniales, mais également il saura moderniser son royaume. Oui. Et il sera assez intelligent pour faire venir, par exemple, 300 experts parmi des Anglais, alors les Anglais en majorité, mais également des Danois, des Français, enfin les Français en dernier, mais des Belges, des Allemands, des Russes, etc. Pas de Russes, non, mais des Allemands. Et tous ces pays sont devenus experts, disons, chacun dans leur domaine. Des ingénieurs, alors, oui, ingénieurs, responsables des voies de communication, responsables de la défense. Et la France, qui est une experte en droit, eh bien, on a fait appel, disons, à des spécialistes du droit français. Et en même temps, on s'est dit, on va envoyer des jeunes étudiants thaïlandais dans ces pays-là pour se former. Et entre autres, en France, on va envoyer ceux qui vont se spécialiser en droit. Et donc, vers la fin du règne de... Alors, le roi Rama V, bien sûr, aura beaucoup de difficultés avec les Français. Les Français, ayant décidé que le Mekong, donc qui sépare le Laos, le Cambodge, de la Thaïlande, que le Mekong serait la frontière de l'Indochine française. Et la Thaïlande ne l'entendait pas de cette oreille-là. Et il y a eu vraiment des combats. Il y a eu des combats. On a eu des pertes françaises à la frontière. On a eu ensuite un revers thaïlandais qui est un combat naval. La France a envoyé des bateaux qui étaient en rade de Saigon et qui sont venus et qui ont donc été coulés lorsque les Français sont arrivés au petit matin. Voilà. Alors, donc, vous parliez d'une génération qui est partie faire ses études en Europe, et ces jeunes hommes, lorsqu'ils reviennent en Thaïlande avec des nouvelles idées en tête, donc qu'est-ce qu'ils provoquent? C'est-à-dire que même déjà lorsqu'ils étaient en France, ils ont commencé à être un peu remuants. Ils ont créé un syndicat d'étudiants, vous voyez, qui s'est heurté au pouvoir de l'ambassade de Thaïlande parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient mal payés par rapport à leurs collègues qui étaient en Angleterre, etc. Et puis peu à peu, donc rue de Somrar, donc dans le 16e, non loin de la délégation thaïlandaise, la rue de Greuze, actuellement, toujours, ils ont créé le groupe des promoteurs, ils se sont appelés les promoteurs, et ils ont créé le Parti du Peuple.
le parti du peuple, qui était en fait ce qu'on appelle le peuple. Alors, on est dans une obédience marxiste ou... Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, malgré le nom. Alors parmi ces groupes... Là, on est dans quoi, dans les années 20? Il y avait une seule personne qui est Pridi Banomyang, qui est devenu docteur en droit et diplômé de Sciences Po, qui est rentré en France, qui est rentré en Thaïlande, avec quand même des idées. Il voulait, si vous voulez, que les paysans soient organisés en coopérative. Mais ça n'a pas marché du tout. D'abord, il a été mal accueilli par les autorités thaïlandaises, mais également les paysans qui sont indépendants, qui ont dit mais on ne veut pas être fonctionnaire. Voyez, enfin, alors là j'avance un peu parce qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver en Thaïlande? Eh bien, ils vont s'organiser et puis surtout, ils vont s'agréger à des mécontents de l'armée. Il y avait des colonels qui finalement ne jouissaient pas de l'autorité qu'avaient les aristocrates, les grands aristocrates. Et donc, ce petit groupe a un jour décidé de faire un coup d'État. Donc là, nous sommes en quelle année? Alors, nous sommes en 1933. Et alors, en avril 1933. Et il a été donc décidé que le roi devait, dans les 2 heures, accepter, c'est l'ultimatum, d'accepter d'être un roi constitutionnel. Oui. Le roi a joué le jeu, il a accepté, et finalement, il a signé un embryon de constitution en disant... Donc, qui avait été préparé par ses étudiants en droit, justement. Exactement. Mais alors, dans mon livre, je dis bien, ce n'est pas une révolution. C'est un coup d'État, parce qu'en fait, les militaires et le petit groupe, dont un groupe limité, disons, de civils un peu engagés, ne s'entendaient pas. Les militaires, c'était autre chose, c'était avoir un peu plus de pouvoir, simplement. Oui, enfin de l'avancement. Exactement, et puis d'être considéré. Et donc, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que quasiment 2 mois après, un premier coup d'État. Parce que celui qui a été nommé président de la Chambre, une Chambre qui était au départ nommé, qui ne pouvait pas être élu, eh bien, c'était quelqu'un qui était du côté des militaires et donc qui n'était pas prêt à accepter, disons, les revendications du petit groupe un peu révolutionnaire, disons, voilà. Et d'ailleurs, Pridi Banomyang, dont je parlais, a été uniquement député. Il n'a même pas été ministre. Vous voyez, là. Et un premier coup d'État, c'est le Premier ministre qui a décidé que c'est lui tout seul qui dirigeait l'Assemblée, il n'y aurait pas d'élus, etc. Est-ce que le pouvoir du roi est diminué pour autant? Alors le roi, ben oui, il a eu du mal parce que il a essayé quand même de surnager. Il a commencé un petit à critiquer la proposition de Pridi Banomyang de coopérative, en disant mais vous êtes un agent de l'URSS, enfin chez nous ça ne peut pas être possible, etc. Et en fait, le président de la Chambre était tout à fait d'accord avec le roi. Donc pour l'instant, on s'imaginait que les choses allaient continuer. Mais malheureusement, lorsqu'il a été question de choisir les députés, c'est l'Assemblée, enfin c'est le groupe des révolutionnaires, qui ont choisi à la place du roi. Or, c'était le roi. Le roi a dit, mais et moi, alors je n'ai pas le rôle que j'escomptais, et il a fini par abdiquer. D'accord. Et donc, finalement, pas de grandes modifications. Mais donc, vous dites une succession de petits coups d'État. Alors, de petits coups d'État, et ceci augure mal de tout ce qui va se passer jusqu'à nos jours. Cette opposition entre les militaires et le groupe donc de ces civils engagés, eh bien, va se reproduire plusieurs fois. Alors, je voulais le noter aussi, très vite, tous les gens qui ont fait le coup d'État ont demandé l'amnistie. Et le roi leur a accordé l'amnistie. Et c'est devenu presque une jurisprudence. Chaque fois qu'il y a un coup d'État et que le coup d'État réussit, il y a amnistie jusqu'à nos jours. Ce sont des coups d'État sans effusion de sang? Comment ça se passe? En général, c'est sans effusion de sang. Mais en revanche... Il y a un régiment qui arrive, qui boucle la ville. Alors, on fait peur, on entre dans la Chambre des députés, on prend à la radio, on parle, mais il n'y a pas d'effusion de sang. Et donc, chaque fois... alors, quand le coup ne réussit pas, les gens doivent ou se sauver
et s'exiler, ou bien ils sont emprisonnés. En général, c'est la contumace. On ne les exécute pas en général. Voilà. Et ça se termine comme ça chaque fois. Donc le roi abdique en 1934. Il y a un nouveau roi qui sort d'où? Eh bien, on trouve un neveu, disons, des petits-neveux qui sont éduqués en Suisse à ce moment-là, avec leur maman. Le papa, qui était donc un demi-frère du roi qui a abdiqué, était aux États-Unis et il est mort de maladie. C'était un grand médecin, un chercheur en fait. Et donc ses enfants qui étaient en Suisse, c'est eux l'aîné est devenu roi. Et donc il n'est pas rentré. Il y a eu une régence et donc le pays a été sans que la royauté est prise sur, disons, la vie politique pendant une quinzaine d'années. Alors, la Deuxième Guerre mondiale arrive, donc très rapidement, comment s'en sort la Thaïlande? Au pouvoir, il y a un nationaliste. Eh bien, ce nationaliste a de bonnes relations avec le Japon. Le Japon en profite quand même pour occuper la Thaïlande, juste pour passer et combattre les Anglais en Birmanie. La Seconde Guerre mondiale fera que ce dictateur, disons, devra laisser la place, en fait, finalement, aux gens qui ont été des résistants. Et entre autres, Pridi Banomyong a été résistant et à sa façon, il a essayé donc de redonner à la Thaïlande sa place, disons, de pays qui était du côté des futurs vainqueurs. Alors après la guerre, arrive toute la période de décolonisation au Vietnam, au Vietnam notamment, en Indochine française. La Thaïlande, elle, n'a pas été colonisée, elle va échapper aux affres du communisme. Oui, parce que le communisme, c'est la colonisation qui a fait son lit dans les pays comme le Vietnam. Et donc la Thaïlande a échappé au communisme et elle va très vite avoir des relations avec les États-Unis qui seront... Il n'y a jamais eu de tentative, il n'y a pas eu de... Il y a eu des embryons. Par exemple, il y a eu des grèves qui étaient tenues par le régime communiste dans les années 20. Et puis il y a eu effectivement aux frontières ou bien parmi les groupes de montagnards, si vous voulez, au nord-est, des groupes qui étaient instrumentalisés par l'étranger. Mais en fait, le communisme n'a jamais pris. Et très vite, il y a eu des lois qui étaient anticommunistes et qui ont commencé à avoir un impact dès les années 35. Et donc, les États-Unis ont eu de très bonnes relations avec la Thaïlande parce qu'ils avaient besoin d'un pays qui soit disons, de leur côté pour réagir contre le communisme. Voilà. Alors, on va revenir au roi, ce jeune roi, donc il y a une dizaine d'années, va revenir en Thaïlande dans les années 40. Il est venu en vacances, il est venu en vacances parce qu'il était à l'école. En fait, il est venu en vacances et il était là pour 3 mois. Et on ne sait pas pourquoi, au palais, dans son lit, le matin, il n'était pas bien, il avait une petite diarrhée, et il a refusé son jus d'orange et puis tout à coup, PAM! Un pistolet a parlé et en fait, la tempe ensanglantée, il s'est écroulé. On a accouru, personne n'a vu par où, comment. Alors, bien sûr, toutes les thèses ont été possibles. Le suicide, le jeu... Il avait quel âge? Il avait 20 ans. Le jeu avec le pistolet ou un assassinat. Et finalement, un roi de Thaïlande ne peut pas se supprimer lui-même, donc c'est forcément, il fallait trouver un coupable et il y a eu 3 chambellans qui ont malheureusement fait des pages, 3 pages qui ont été exécutées, mais 8 ans après, ça a été très long. Et on a accusé bien sûr Pridi Banomyong qui a dû partir en exil, alors qu'il était régent. Pridi était régent. Ouais. Et donc, c'est lui qui a fait venir le roi, qui a insisté pour qu'il vienne. Il a dû s'échapper, parce que certains ont laissé entendre que c'était lui qui était en dessous de tout ça. Et donc, c'est son jeune frère qui va devenir roi. Et qui s'est révélé être certainement plus apte à la fonction royale. Ce jeune roi a demandé à retourner encore en Thaïlande, en Suisse, pour
parachever sa formation. Du coup, il a même orienté sa formation vers le droit et vers l'économie, donc pour mieux être capable. Et en fait, il est revenu en 51. Et en 51, la royauté n'était pas encore très affirmée, mais peu à peu, avec un certain Tanarat, qui est venu au pouvoir, disons, dans les années 57-58, qui était très pro-royaliste, il a essayé de retrouver les valeurs traditionnelles et il a fait en sorte qu'il y ait promotion, disons, du roi. Et le roi lui-même s'est montré par sa sagesse et sa vertu un roi extrêmement acceptable dans l'esprit du roi bouddhiste. Voilà. Donc il a régné sous le nom de Rama sous le nom de Rama IX. Un règne très long. Alors un règne de 70 ans. Avec la reine d'Angleterre, bon, c'est les plus longs, enfin la reine d'Angleterre qui nous a quittés il y a peu de temps, les deux plus longs règnes, disons, du monde, voilà, de l'époque. Et donc, son fils est au pouvoir C'était maintenant. un roi impopulaire. Alors c'est un roi, vous parlez de Rama IX, très très populaire, et maintenant son rang est certainement à l'égal du roi Rama V, celui donc qui a lutté contre les Français et puis qui a modernisé son pays. Tous les deux sont maintenant sur les autels bouddhistes, parce que le bouddhisme ici est un bouddhisme mêlé de brahmanisme et mêlé également d'animisme. Il est sur les autels. Voilà. Alors on va conclure là. Je disais dans mon introduction qu'on appelait la Thaïlande le pays du sourire. Alors est-ce que c'est un pays où on sourit vraiment beaucoup et est-ce que c'est un vrai sourire? Alors c'est vraiment... Alors à question simple, je réponds simplement oui. C'est un pays où on sourit beaucoup. C'est vrai que vous ne verrez jamais un Thaïlandais. Le Thaïlandais fuit le conflit. Ouais. D'une manière générale, hein, il apprend ça tout petit. Et donc, effectivement, il sourit, mais disons qu'il y a 1000 sourires. Il y a le sourire du désespoir, le sourire du dépit, pas du désespoir, disons plutôt du dépit, le sourire de la timidité, le sourire. Vous voyez, il y a avec un nom spécial en Thaï chaque fois qui est. Mais disons que c'est un pays quand même qui est très accueillant. C'est ce qui explique le sourire. Eh bien écoutez, Jean-Michel Kaufmann, merci infiniment. Espérons que votre livre donne envie aux gens d'aller découvrir la Thaïlande. Livre paru aux éditions Souka, c'est un très bel ouvrage, vraiment une belle maquette en plus. 272 pages, 43 chapitres, 140 illustrations, des cartes, ça c'est important. Non, vraiment. Et puis c'est passionnant à lire. Il est d'une simplicité à lire. Il est bien écrit, hein, mais non, mais je vais dire, ça se veut être de la vulgarisation, mais sans dévaluation. C'est-à-dire c'est une vulgarisation avec beaucoup de qualité. Donc, et il se lit comme un roman. Exactement. Paru aux éditions Souka. Jean-Michel Kaufmann, merci. Je vous en prie. Merci Guillaume. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Merci et à bientôt. Salut les amis. Ah ouais, on passe dans la cour des grands là. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Aujourd'hui, on va parler d'une grande figure de notre histoire, souvent décriée par ses biographes et par les historiens qui traitent du sujet, le cardinal de Richelieu. Dans son livre Richelieu, l'aigle et la colombe, Arnaud Tessier s'évertue justement à essayer de défaire du cardinal cette image de cynisme, de froideur qu'on lui avait prêtée. On a tous en tête cette image du cardinal lors du siège de La Rochelle avec la cuirasse par-dessus sa simarre pourpre. Ça en impose quand même. Ah, j'adore. Racontons un peu l'histoire de Richelieu, revue et corrigée par Arnaud Tessier. Déjà, lorsqu'il était évêque de Luçon, jeune évêque de Luçon, il dérangeait parce qu'il voulait rétablir l'ordre dans le royaume, et il y a bien des gens que le désordre arrangeait. Ces personnages mal intentionnés vont donc tout faire dès le départ pour lui barrer la route. Et pour ce faire, ils ont usé de tout un tas de moyens, le premier et le plus efficace étant la calomnie. Des calomnies que 4 siècles plus tard, les historiens reprendront encore, ce qui noircira l'image de Richelieu. Ces historiens étaient influencés par les pamphlets et tout un tas de ragots racontés sur le cardinal,
un cardinal qui avait, on vient de le dire, beaucoup d'ennemis. Dans son ouvrage, Arnaud Tessier va justement montrer la fragilité de ces sources et va, lui, s'évertuer à utiliser des sources moins connues, certes, mais moins biaisées. Par exemple, l'un des premiers griefs qui était fait au cardinal de Richelieu, c'est qu'il était un parvenu, un homme issu d'une famille sans fortune qui voulait ainsi gravir les échelons, prêt à éradiquer tout ce qui se trouvait sur son passage aux dépens de toute morale. Sauf que ce prétendu ambitieux issu d'une famille pauvre était en réalité issu d'une excellente noblesse curiale. Il est le fils cadet d'un des plus hauts dignitaires de la cour d'Henri III et par sa mère, il appartient à la noblesse de Rome. Il n'est pas parti de rien, le jeune homme. Sa vie va basculer lorsque l'un de ses frères va refuser l'évêché de Luçon qui appartenait à la famille. Comme pour la famille, il n'était pas question de perdre ce revenu important, c'est Armand Jean qu'on va former pour l'église. Mais était-ce sa vocation? C'est la question que se sont posées tous les historiens en y répondant justement en se basant sur des sources peu fiable et hostile. Pour eux, Richelieu n'avait pas la vocation, il était juste un opportuniste soucieux uniquement de faire carrière. Ses biographes malveillants lui ont prêté tout un tas d'arrière-pensées, le fait d'avoir eu de nombreuses maîtresses et même la volonté de vouloir faire un dauphin à la reine Anne d'Autriche. Et il est donc normal qu'il le présente aujourd'hui comme un opportuniste qui n'en avait rien à faire de l'église. C'est entièrement faux. Arnaud Tessier nous montre que dès l'adolescence, il avait une vocation pour la prêtrise. Tout un tas d'indices laissent supposer cette vocation d'ailleurs. Tout d'abord, il fait des études anormalement longues et il obtient même des diplômes dont aucun noble n'aurait voulu s'il voulait se vouer à la carrière des armes. Et d'ailleurs, comme ses biographes estiment que Richelieu voulait, lui, se consacrer à la carrière des armes et qu'il aurait choisi l'église par défaut, rappelons qu'il avait avant tout, depuis l'enfance, une santé fragile, des migraines récurrentes, mais surtout qu'il était très attiré particulièrement par le travail intellectuel. Bien sûr, il s'est formé aux armes, il a fait l'académie en obéissant à ses tuteurs, ce qui lui a d'ailleurs bien servi par la suite. C'est pour ça qu'on l'a appelé le prélat beauté et que ça ne le dérangeait pas. On peut également se rendre compte qu'il avait bien une vocation pour la prêtrise en s'intéressant à ce qu'il a fait justement de son évêché de Luçon. Eh bien, il s'en est très bien occupé, il ne s'est pas contenté d'en jouir simplement, mais il s'est montré comme un homme conscient de ses responsabilités et conscient du devoir qu'il avait un jour à rendre à Dieu. Et cette attitude, ce comportement vis-à-vis de Dieu sera la même toute sa vie, quelles que soient les fonctions qu'il occupe. Il travaille sans arrêt sous le regard de Dieu et lorsqu'il restaurera la France et la monarchie, c'est dans une volonté de bâtir la cité divine. Ces deux particularités, d'un côté très pieux et très attaché à l'État, vont de pair et ne sont pas contradictoires. Et lorsqu'il se rend à Rome en 1606 et qu'il demande une dispense d'âge au pape Urbain VIII, c'est une vraie démarche de foi et pas du tout de l'opportunisme. Il n'avait que 23 ans, ne pouvait pas encore être évêque, mais il tenait fortement. Fer de lance de la contre-réforme, il est attaché, dévoué à sa foi et à l'Église. D'ailleurs, les papes en conviendront à chaque fois ils considéreront qu'il ne fait pas passer l'intérêt de la France avant l'intérêt de l'Église. Pour Richelieu, les deux sont liés. On l'accuse aussi d'avoir une position ambiguë et contradictoire avec les protestants. Richelieu, à la fois, voulait favoriser la contre-réforme et combattre les protestants qui voulaient s'ériger en cité indépendante sur le sol français, et d'un autre côté, il passait des alliances et s'entendait diplomatiquement avec des pays protestants comme les Pays-Bas, l'Angleterre et les États allemands. Comme le montre Arnaud Tessier, ce n'est en rien contradictoire. À cette époque, la France est en proie aux troubles et a besoin d'alliés et de sérénité. De plus, il est contre l'idée de convertir les gens par la force. En France, les catholiques les plus ardents qui veulent éradiquer le parti protestant par la violence, Richelieu ne les approuve en rien. Il est bien plus au-dessus de tout ça et a une pensée bien plus subtile que ça. Pour combattre les protestants sur le sol français et donc les convertir, dans son esprit, il préféra s'adresser à Vincent de Paul afin de lui demander d'envoyer des lazaristes prêcher en Poitou. Il est également cohérent avec sa foi lorsqu'il interdit les duels. Pour lui, les duels, en plus d'être un incroyable gâchis au sein de la noblesse, sont un péché, un homicide. Pourtant, ce n'est pas le duel en soi qu'il punit de mort, c'est la rébellion des nobles qui se permettent de faire des duels en public, tranquillement alors qu'ils sont interdits. À chaque fois qu'il a été ferme, ses biographes gauchisés y ont vu une froideur sanglante. Mais comme il l'expliquera dans son testament, être rigoureux envers les particuliers qui font gloire de mépriser les lois et les ordonnances d'un État
c'est être bon pour le public. Et on ne saurait faire un plus grand crime contre les intérêts publics qu'en se rendant indulgent envers ceux qui les violent. En matière de crimes d'État, il faut fermer la porte à la pitié. Ça, c'est un homme d'État. Là, on parle pas d'un flan au caramel. Et sa cruauté est toute relative. En 20 ans aux affaires, il n'a prononcé qu'une 50aine de condamnations, dont seulement 26 ont été appliquées. On l'a accusé également d'entretenir une rivalité malsaine avec Louis XIII. C'est totalement faux quand on sait que Louis XIII lui-même n'a pas supporté devant la postérité que son principal ministre soit ainsi accablé. Richelieu lui-même vénère son roi, même s'il a quelques inquiétudes vis-à-vis de celui-ci. Quand je dis inquiétude, je veux dire que le cardinal avait peur justement que Louis XIII se montre faible, trop faible. Ça n'est jamais arrivé et c'est tout à l'honneur de Louis XIII d'ailleurs. Et que dire lorsque Louis XIII appelle Richelieu aux affaires alors qu'il est malade et fatigué, et lorsqu'il l'y maintient, c'est bien qu'il pensait qu'il mettait là la France entre de très bonnes mains. On voit donc que la vérité est tout autre et qu'elle a été fortement influencée par ses biographes, par les historiens qui s'inspiraient des pamphlets de l'époque, mais aussi par Alexandre Dumas ou encore Victor Hugo. Ces hommes ont dressé un portrait sombre, machiavélique d'un des plus grands personnages de l'histoire de France. Et comme d'habitude, c'est la vérité historique qui en pâtit, et la grandeur de la France. Mais ça, on y est habitué. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, toujours en HD, sur TV Liberté.